Bonsoir et merci de recevoir le 5e numéro de votre émission Débat Contour de la télévision Labari. Le mercredi 26 juillet dernier, les Nigériens se sont réveillés avec des événements qui se sont déroulés à la présidence de la République. Événements à l'issue desquels le régime de la Renaissance à acte 3 est tombé. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a renversé le président Mohamed Bazoum et a pris les rênes du pouvoir. Ces événements ont été suivis de long en large et attentivement par les Nigériens. Nul besoin donc de revenir sur les détails. Mais pour en discuter, les analyser et surtout dégager les perspectives, nous avons sur ce plateau M. Abdrahman Idé. Monsieur Abdrahman, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du conseil général du M62, le mouvement M62 donc. Vous êtes également communicateur, un mouvement qui est au devant de l'actualité et qui vient de réussir une gigantesque mobilisation en soutien à ce régime. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Nous avons également, juste en face de vous, monsieur Boulamine Moustapha. Monsieur Boulamine, bonsoir. Bonsoir, M. Yero. Alors vous êtes le président du mouvement des masses populaires pour la création d'un État fédéral au Burkina Faso, au Mali et au Niger. On en parle ces derniers temps, le panafricanisme oblige, mais vous êtes aussi économiste de formation et vous êtes géostratège. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Notre troisième invité est un homme politique que vous connaissez assez bien. Il s'agit de Tahirou Gimba, président du modèle Maïkata, qui va nous rejoindre dans quelques instants, si Dieu le veut. Voilà, on me fait signe que notre invité est là. Donc, Monsieur Tahirou Gimba du modèle Maïkata, il est homme politique connu des Nigériens et surtout des médias nigériens pour ses prises de position sur l'actualité socio-politique de notre pays. Alors, Monsieur Tahirou Gimba, je vous présentais à l'instant. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour parler des événements du 26 juillet qui se sont déroulés dans notre pays. Alors, pour entamer ce débat de l'émission Contour, M. Abdrahman Idé, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 juillet 2023? Avant d'arriver à la question, je vais profiter une fois de plus vraiment de notre remerciement, de témoigner toute notre reconnaissance au groupe de télévision Labari, parce qu'à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, ils étaient là à nos côtés et ils ont rayé l'information. Donc également, nos pensées vont directement à notre coordinateur Blaise Seydou, qui est injustement arrêté, incarcéré par le régime déchu à la prison civile de la sécurité de Kolo. Nous pensons que le moment est venu qu'il soit libre parce qu'il était là-bas illégalement. Merci. Parlons de ce qui s'était passé le jour du 26. C'était un ouf de soulagement, je vous l'assure, parce que les Nigériens attendaient ce moment depuis belle lurette. Tout le monde a vu, nous avons vécu de notre chair, de notre âme, l'indifférence, l'insouciance des gens du régime. Et tout ce qui a été fait dans la Renaissance, acte 1, 2, 3, que nous avons toujours qualifié d'acte de haute trahison à l'endroit du peuple nigérien qui n'a pas demandé... Pourtant, M. Abdrahman, on parle de surprise générale en qualifiant ce coup d'État. Bon, ceux qui ne connaissent pas... On ne s'y attendait pas. Vous savez, M. Hérault, comme on a l'habitude de le dire, on dit l'armée, c'est la grande muette. Nous avons entendu plusieurs échos de coups d'État détournés, déjoués. C'est parce que, quelque part, les gens ne savent pas comment les militaires agissent. Nous avons toujours compté sur le patriotisme de notre armée. Nous savons qu'un jour, tôt ou tard, ils vont sortir, nous, Niger, des mains de ces gangsters politiques qui nous ont pris en otage pendant plus de 12 ans. Donc pour nous, ce n'était point une surprise, c'est une action qu'on attendait depuis et que nous accueillons les bras ouverts et que nous souhaitons pour cette action une réussite qui n'a jamais été le cas en Afrique. Justement, M. Abdrahman Idé, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a invoqué deux raisons fondamentales pour expliquer ce coup d'État. Il s'agit de l'insécurité qui s'aggrave au jour le jour et de la mauvaise gouvernance socio-économique et politique du pays. Est-ce vraiment des raisons suffisantes pour un pays qui jouit quand même d'une certaine accalmie, d'une certaine sérénité
sérénité. Et je veux dire, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de crise politique visible, et il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Tout se passe dans les meilleurs du monde. Est-ce que c'est des raisons suffisantes pour descendre un gouvernement quand on sait que c'est une action extrêmement grave quand même? Vous savez, chaque État doit sa survie d'abord sur le plan sécuritaire. Nous savons tous qu'au Niger, depuis un bon moment, nous ne sommes plus en sécurité. Donc c'est des raisons qui sont plus que valables. Vous imaginez aujourd'hui dans la capitale de Niamey, en plein jour, on t'agresse avec des armes, on prend ton bien, on tue des gens un peu partout dans les rues de Niamey. Dans nos villages, on n'en parle pas. À 35 km de Niamey, à Ouregueladio, ça ne fait pas un mois qu'ils ont été sommés de quitter leur village, au vu aussi des dirigeants. Ils ont quitté leur village. Actuellement, ils sont logés dans des familles à Niamey. Donc, cette idée qu'ils ont avancée, l'insécurité là, c'est plus qu'une raison valable. C'est un motif valable pour lequel nous le soutenons et que nous sommes d'accord avec ce coup d'État. Merci. On va revenir avec vous. Monsieur Boulamine, selon vous, est-ce que ce coup d'État est véritablement justifié quand on sait que le Niger est cité en exemple de démocratie partout à travers le monde? Et bien également, on parle de croissance à 2 chiffres pour le Niger, ce qui laisse penser quand même que tout va pour le meilleur des mondes. Merci beaucoup, monsieur Yoro. Moi, je vous demande de me permettre de me représenter. Je suis Boulamine Moustapha, économiste, géostratège, spécialiste des questions de défense, paix et sécurité. Je suis président du mouvement des masses populaires pour la création d'un État fédéral africain réunissant le Burkina, la Guinée, le Mali et le Niger, et en soutien aux nouvelles autorités de la transition au Niger. Je suis également président de l'Association nigérienne d'intelligence économique. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici, sur le plateau de la Bari, à qui je rends un grand hommage, un groupe de médias qui fait un travail citoyen, et je pense que vous êtes à féliciter. Donc, pour revenir sur votre question, je pense que le coup d'État, ou bien le changement de régime, intervenu dans notre pays, je pense que quelque part ça a été une surprise agréable pour bon nombre de Nigériens. Et les causes annoncées par le CNSP sont des causes objectives et valables. Il pouvait aussi augmenter l'injustice. L'injustice qui, pour moi, est un des points centraux qui peut conduire à la rupture de l'ordre constitutionnel normal. Bon, si on devait commenter comment la journée s'était passée, c'était stressant. Nous suivons attentivement le délibéré. Tout le monde attendait qu'on annonçait enfin la bonne nouvelle. Et quand on sait aussi, surtout, que le régime du PNDS Taraya a duré pendant plus de 12 ans et qu'ils ont eu le temps nécessaire d'organiser l'armée de façon à ce que, je pense que diminuer surtout l'influence de l'armée, il faut voir, il faut se rappeler, le président Issoufou disait que, à son temps, que ce qui était beaucoup plus important pour lui, c'est qu'il passe le témoin d'un président de lui à un autre président civil. Et pour ça, il savait que toujours, de tout temps au Niger, l'armée a été l'arbitre. Dès qu'il y a un problème qui n'est pas géré au niveau du politique, c'est l'armée qui intervient et qui règle le problème. Et je pense que le président Issoufou savait que son adversaire, c'était l'armée qui pouvait l'arrêter. Et alors là, il s'était attelé, en tout cas, à déstructurer, je dirais, l'armée, parce que vous savez que tous les grands camps, les camps militaires à Niamey ont été éloignés de la ville. Toute la force publique, je dirais la puissance de feu de l'armée nigérienne a été redirigée vers la gare présidentielle. Je pense que je pourrais conclure pour dire que c'est Dieu qui aime les Nigériens, parce qu'on ne s'attendait pas. C'est là où il a investi les moyens et tout ça, c'est de là-bas, c'est de sa maison que les choses sont... D'accord, merci. Vous dites c'est Dieu qui aime les Nigériens. Partagez-vous cette opinion, M. Tahirou Guimba? On parle de règlement de compte personnel qui est abouti à ce renversement du régime de Mohamed Bazoum. Je vous remercie infiniment, ainsi que la radio-télévision La Bari. Cependant, tout analyste averti
savait que ce qui devrait intervenir le 26 allait intervenir peut-être même 2 ans ou 3 ans auparavant. C'est triste parce que le Niger était dans une situation telle que il n'y a que l'arbitrage de l'armée pour nous séparer. Parce que par des élections, personne ne peut déloger le PNDS. Ils ont engrangé beaucoup de ressources et ils ont corrompu tout ce qu'ils peuvent corrompre. Ils ont acheté tout ce qu'ils peuvent acheter. Même le système éducatif, même les étudiants nigériens ne peuvent plus parler. Les syndicats, c'est pareil. Tout le monde est paralysé, au fait. Pourtant, le pays semblait aller non, dans le pas meilleur du du tout, monde. pas du tout. Tout le monde connaît le Niger. Maintenant, quand j'entends par-ci, par-là, des voix s'élever, oui, vous mettez fin à un processus démocratique. En fait, ça n'a jamais été démocratique. C'est une démocratie de façade. En réalité, les puissances occidentales nous ont amené cette robe de démocratie de façade, parce que c'est pas juste pour faire des élections formalités, mais qu'ils mettent les hommes qu'ils veulent pour servir leurs intérêts. Ça s'arrête là. C'est pas pour notre bonheur que le mot démocratique, le label est arrivé. Non, pas du tout. Donc, c'était pas une surprise. Nous, on était avertis. On savait que ça même traîné. Dieu seul sait. Mais c'est les moyens qu'ils ont mis en place. Et ils ont effectivement fait appel à des grands stratèges en matière de sécurité et de défense. Ils ont désarticulé pratiquement l'armée. Mais nos prières de nos parents, hommes et femmes, sont arrivés à bout de ce scénario machiavélique. Donc vous êtes en train de dire que l'insécurité et la mauvaise gouvernance socio-économique et politique invoquée par le CNSP justifie largement le coup d'État. Non, ils sont même venus en retard, très tard, parce que tout le monde voyait le pays depuis le 2e mandat plonger directement. Tout le monde le savait. Mais je n'ai pas l'impression, il n'y a pas de troubles sociaux au Niger quand même. Et pourtant, moi au départ, je les avais soutenus, le premier mandat. Mais je me suis présenté à l'élection présidentielle 2016 pour créer la rupture entre eux et moi. Parce que j'ai compris que la destinée du Niger, c'est l'incertitude. Rien n'est fait pour avoir un État unitaire fort qui va peut-être amorcer un début de développement. Non, c'est des affaires superposées. C'est un problème d'affaires superposées et qui ont abouti à cela. Et on a sciemment désarticulé l'armée, on a sciemment désarmé l'armée, on a sciemment, à un moment donné, peut-être près de 7 ans, un convoi militaire qui revenait de mission, quelle que soit la zone de laquelle il sort, ben à quelques kilomètres de Niamey, on le désarme. Il n'y a rien de plus frustrant pour un porteur d'uniforme. Tu arrives à l'entrée de la ville pour gagner ta caserne, on te désarme. Absolument. Juste parce qu'on a peur, on la hantise des coups d'État. Mais celui qui travaille correctement, un régime réellement mis en place démocratiquement, le vrai sens du mot démocratique, pas le label que les Occidentaux, les Français, les Américains utilisent comme ça pour habiller des choses. Non, pas ça. La vraie démocratie, un chef d'État qui est réellement élu et qui est en âme et conscience travaille dans le bon sens et dans le sens à l'écoute de son peuple. Il n'a pas besoin de désarmer l'armée, il n'a pas besoin, il n'a pas peur d'un canon, quel qu'il soit, quelle que soit ta taille, ou ça, même d'un missile. Merci. Merci, M. Tahir Gemba. Nous allons revenir avec vous. Abdraman, on voit les Nigériens sortir. Votre mouvement, le M62, a appelé à une mobilisation pour soutenir les nouvelles autorités de Niamey. Qu'est-ce qui explique cette joie exprimée par les Nigériens après la chute du régime? Et vous savez, autant démocratique. Notre demande de manifestation qui s'était passée le 30 passé, nous l'avons déposée bien avant qu'il y ait le coup d'État. Nous avons toujours été dans le sens de promouvoir une citoyenneté responsable et exiger une liberté d'expression pour le peuple nigérien. Parce que le régime du PNDS, ils ont systématiquement refusé toute demande de manifestation dans ce pays. Si ça soit depuis 2018. Depuis 2018, que l'ex-président est revenu du forum de Pau, il a dit devant la télévision qu'il n'y aura plus de marche dans son pays. On dirait que ce pays, il a légué, qu'on lui a scellé ça. Donc depuis vous parlez de Issoufou Mahamadou. Je parle de Issoufou Mahamadou, bien sûr. Parce qu'il y a deux ex-présidents maintenant. L'ex-président, je parle de Issoufou Mahamadou qui dit, il bombe la poitrine qu'il n'y aura plus de marche dans son pays et il instruit son dauphin qu'il a placé après son départ
Bazoum pour qu'il n'y ait plus de marche. Ils ont voulu nous tester pour voir est-ce que réellement on peut avoir mobilisé les gens. À un moment, on avait fait une activité, une marche des meetings qui a drainé du monde. Vous avez suivi Bazoum, il est parti en France pour dire que malheureusement, on a pu mobiliser que moins de 500 personnes dans les rues de Niamey, alors que c'était des milliers de personnes. C'était complètement faux. Mais comme ils disposent de la force publique, ils disposent des médias, ils ont anéanti, ils ont ridiculisé, ils nous ont finalement empêchés de marcher. Donc, la marche du 30 passé, ce n'était pas une marche arrêtée pour tenir les militaires. La marche était en activité bien avant. Mais nous avons saisi l'occasion pour exprimer, témoigner aux militaires que ce coup d'État-là est la bienvenue. Parce que nous en avons soif de pouvoir. Le peuple nigérien était un peuple que j'ai tout à l'heure appelé, le peuple était mis à l'écart. Le peuple n'était pas leur principale préoccupation. Et c'était faire les yeux doux aux Occidentaux, les inviter, les parler du Niger, les exprimer que tout va bien. Si vous parlez d'accalmie au Niger, ce que M. Yero, vous ne savez pas, ou bien que vous ne voulez pas dire, moi je veux le dire. Ce n'était pas de l'accalmie qu'on observait depuis le début du mandat de Bazoum Mohamed, c'était de l'argent qu'ils utilisaient pour acheter la conscience et les opinions des idées contraires à ce qu'ils font dans ce pays-là. Nous savons tous, au Niger, la société civile a été réduite au silence. Dans quelles conditions? Vous savez tous oui, que... on ne va pas revenir sur tout ça. Bon, il est nécessaire aussi de rappeler... Qu'est-ce qui explique cette joie manifestée par les Nigériens un peu partout dans les 8 régions? Rien qu'hier, Zender était dans les rues et c'était une mobilisation monstre quand on sait que l'ex-président Bazoum Mohamed est quand même de Zender. Alors, comment expliquer cela? C'est le clam de... Bon, moi, on dit que c'est clam de Zender, mais on n'a pas la certitude que des Zender, on le dit. Parce que je dis la liberté d'expression, elle est garantie, on peut dire ce qu'on veut. Vous savez, parce qu'on ne pouvait pas le dire avant, parce que nous savons tous que quand tu parles des choses, on vient, on te prend chez toi, dans la mosquée, à 5 h du matin, on te bastonne, on te jette en prison, personne ne peut faire quelque chose pour sortir. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de rappeler là, nous avons, nous, au niveau de notre mouvement, ou bien disons, d'une manière générale, les Nigériens, s'attendaient à ce coup-là depuis le 2e mandat de Issouf Mahamadou. Parce que c'était tout sauf une bonne gouvernance qui s'est passée au Niger. C'était du gangastérisme, c'était du clientélisme, du vol du deniers public au vu et au su de tout le monde. Et vous savez, le ridicule n'était pas au Niger. Les mêmes personnes qui étaient contre Bazoum avant qu'il ne soit président, par l'acte de la corruption ou bien par leur désir de s'auto-satisfaire, ils se sont tous ralliés derrière le même Bazoum qu'ils ont décrit, qu'ils ont patienté, ils ont dit qu'il n'est pas nigérien, finalement ils se sont retrouvés. C'est pour cela qu'au Niger, nous sommes très vigilants. Je vous le dis, même avec l'équipe actuelle, les militaires actuels, on n'a pas donné carte blanche 100% à ces militaires. Nous les soutenons pour tout ce qu'ils entreprendront de bon pour notre nation. Au cas où nous constatons des dérives, le MSOD sortira pour les rappeler à l'ordre. Parce que c'est ça le droit, c'est ça le rôle des acteurs de la société civile responsables et citoyens. C'est l'éveil de la gestion des choses. D'accord, merci. Monsieur Boulamine, oui, pourquoi vous semblez si heureux qu'un régime démocratiquement élu soit déposé par l'armée? Ça me fait un peu rigoler quand vous dites un régime démocratiquement élu. Bon, tout le monde le sait, hein, tout le monde. Maintenant ce n'est plus caché, hein, ce n'est plus un secret pour personne. On sait comment les processus électoraux, comment ça se passe dans nos pays. C'est des processus très souvent biaisés, où celui qui a le pouvoir organise les élections, les trucs, et puis bon, voilà. Et la preuve, à la fin des élections, vous avez vu comment l'opposition avait contesté, ils étaient même allés à la justice d'abord au niveau national et après à la CEDEAO. Donc moi, je pense que on appelle abusement ce régime un régime démocratique, mais moi, pour moi c'est un régime civil mais dictature. Hein, mais qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? C'est que les Nigériens reprochent. C'est qu'il y a eu un moment où il semblait avoir deux types de Nigériens. Des Nigériens qui sont au pouvoir, qui bénéficient de tout, en tout cas de la justice. Tout de suite, ils ont la justice, tout de suite, ils ont les ressources du pays. À leur guise, ils font ce qu'ils veulent. Et d'autres Nigériens qui sont à moitié Nigériens.
C'est une sorte de division. Moi, je pense qu'avec ce régime, le principal problème, c'est qu'il y a d'abord le problème de la justice sociale. Vous savez, les gens disent d'habitude qu'on peut gouverner un pays, même dans la mécréance et tout ça, mais jamais dans l'injustice. Je pense que là où le régime de la Renaissance a beaucoup péché, c'est surtout sur cet aspect. Et l'autre aspect, c'est que quand vous regardez de près, c'est des gens qui ils ne le cachent plus. C'est des gens qui défendent plus les intérêts des Occidentaux, notamment de la France, que les intérêts du peuple nigérien. Mais pour preuve, il faut aussi regarder, c'est qu'ils savent aussi que c'est la France qui les a menés. Ils tiennent leur souveraineté et leur légitimité de la France. Il faut se dire la vérité. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est qu'il faut faire vraiment un diagnostic profond. D'accord. On va revenir sur les perspectives et en ce moment on en parlera. Alors, Monsieur Tahirou Kimba, vous avez participé à la gestion du pouvoir aux côtés du PNDS Taraya qui vient d'être déposé. Vous avez pris vos distances. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que les Nigériens reprochent à cette gouvernance de la Renaissance? Écoutez, le drame du PNDS. Ils ont vendu des illusions. Et beaucoup de gens y avaient cru à un moment donné. Surtout la veille du premier mandat, c'était l'enthousiasme. Même là, il y a des anomalies dans ces élections de 2011. Beaucoup d'anomalies. D'énormes anomalies. C'est des arrangements qui ont été faits, qui ont été agencés de l'extérieur. C'est même pas de l'intérieur. Hein. Du coup d'État contingent jusqu'à l'installation du PNDS, tout est arrangé, balisé de l'extérieur. Et je sais ce que j'ai dit. Mais la déception était grande pour les Nigériens. Au réveil, on s'est rendu compte que nous avons confié notre sort à une camarilla d'individus hors calibre qui sont coiffés directement par l'ancienne métropole. La France, vous voulez dire? Oui. Et en cela, et vous avez vu, à la fin, il n'y a même plus d'opposition au Niger. Parce que l'opposition également est dans la même logique. C'est la France officielle qui a installé de gré ou de force, qui a créé le troisième mandat de Issou et comme Bazoum comme exécutant. Quoique Bazoum a voulu peut-être outrepasser les trucs, et ils ont ouvert la porte de Pandore, et ce qui est arrivé est arrivé. Et l'opposition est rentrée dans le jeu. Comment vous pouvez comprendre que le plus grand parti de l'opposition, c'est le MANA? Il faut les identifier net. Ils ont les 5 maires communaux, le maire central, 6 députés sur 10 de la région de Niamey. Et la direction de la ville de Niamey. Oui, et le maire central de Niamey. Et que même par rapport même à la vie des 3 citoyens, des jeunes gens de Terra, désarmés, abattus par l'armée française, ils ont refusé le droit à la société civile de marcher. Vous pouvez comprendre ça où? Quel type d'opposition? Maintenant, quel programme demain, c'est parti? Et Tillabéri est le fief de l'Oumana. Mais bien sûr. À part Niamey. Oui. Et à part Niamey, il domine Tillabéri également. Mais le paradoxe, on tue 3 jeunes enfants, innocents, désarmés avec des pierres ou des trucs comme ça, à bout portant, et avec des trucs de l'OTAN, des cartouches de l'OTAN. Donc, on a voulu endosser à la gendarmerie. Heureusement, le haut commandant de l'époque a dit non. Moi, je n'ai jamais armé des gens et je n'ai pas de cartouches de l'OTAN. Donc, l'OTAN, c'est qui? C'est la France. Mais les autorités de la communauté urbaine de Niamey, issues de l'Oumana, donc le principal parti de l'opposition, ont fait la sourde oreille. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Mais c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un gentleman agreement entre ceux qui gouvernaient et l'opposition. Écoutez, nous on a gagné la région de Niamey, c'est un État dans un État, la ville de Niamey. Quand vous avez la capitale, vous avez la parole. C'est un État que vous dirigez une région clé, qui est le miroir du pays. Et ils ont tout, carte blanche. Donc ne marchez pas sur nos plates-bandes, on vous laisse les vôtres. Donc faites ce que vous voulez du Niger et nous faire ce qu'on veut nous aussi de la communauté urbaine. On a même vu le statut de l'opposition qui a été quand même amélioré. Tout ça on a achalandé, on a désigné un leader. Avec un bureau de service. Un bureau de service, l'administration, les moyens de l'État. Ça c'est sur le plan politique. Tout est fait pour que l'opposition se taise. Et elle s'est tue. Et elle s'est tue, justement. Elle s'est tue jusqu'au bout. Que reproche-t-on d'autre aux riches? C'est la corruption. Attends, la corruption généralisée, comme il l'a dit.
Au fait, c'est démentiel de prendre les ressources de l'État déguisées et d'acheter l'individu, les groupes d'individus, les formations politiques, les syndicats, les associations d'étudiants, des élèves, tout le monde est mouillé, même les militaires. Les journalistes. Les journalistes, tous ceux qui on dit, ah tiens, on t'appelle, on te donne, tiens, on est arrivé à ça. Et maintenant, carte blanche est donnée donc à l'Occident. Maintenant, toutes les armadas militaires étrangères sont au Niger. Mais on ne voit jamais de terroristes qui opèrent en plein jour. Je répète, en plein jour. Qui rançonnent nos parents. Motos, dans des zones où la circulation des motos était de Tamou jusqu'à Tilia, ils opèrent. Donc ils n'ont épargné aucun des départements de la région de Tillabéri, sauf peut-être Kolo. Même Kolo, ils agissent souvent. Sinon, aucun département n'est épargné. Combien d'écoles sont fermées? Pas de service médical, il n'y a rien, service santé, rien. Et non, on se dit non, vraiment, il y a accalmie, vraiment tout va très bien au Niger, aucune portion de notre territoire n'est occupée. Il n'y a pas 3 semaines, un chef de village de Filengue m'a appelé. Président, on nous demande 2 millions. Un village d'à peine 213 chefs de famille. On leur demande 2 millions. Ils n'ont rien à manger d'abord. Ils ont sémé 2 ou 3 fois. Les semis sont partis à cause du changement climatique, les changements climatiques et autres. La rareté des pluies. Et ils n'ont rien même pour avaler le soir et on leur demande 2 millions. Ils ont négocié toute une journée. On leur ramène ça à 1 million. Maintenant, ils ont tout raclé, tout ce qu'il y a de chacune des cases. Ils ont arrivé à 421 ou 428 000 chefs de village médisés. Ils leur ont dit prenez ça, maintenant donnez-nous au moins un délai encore, on va chercher le reste. Ils disent oh non, vous n'allez pas chercher loin, on prend ça, mais on vous donne 1 semaine. Vendez les vaches là qui tournent et les boucs là, et les chèvres et les moutons. Et ils ont vendu pour payer. Il n'y a aucune autorité pour s'interposer. Oui, on est arrivé donc à un stade où on n'a plus d'État. L'État était absent. De Aérou à Gingimila, il n'y a pas d'État, il n'y a que les petits drapeaux des gens avec des petites sirènes qui se promènent. Mais il n'y a pas d'État, ils ont sous-traité la sécurité à l'extérieur. Les Occidentaux, on n'a jamais vu 5 ou 10 militaires français mourir au Niger face au djihadisme, ni américains, sauf quelques-uns des Américains, 2 ou 3 là, dans une frontière, c'est entre les Maliens et les djihadistes là, comme ça a été mal coordonné et ils se sont butés. Mais en dehors de ça, on n'a pas vu un soldat occidental soi-disant venu soutenir le Niger, on n'a pas vu un seul mourir. Mais les nôtres meurent comme des mouches. L'argent de l'armement est détourné, aussi au vu de tout le monde. Tous ceux qui parlent, on dit où est-ce qu'on va avec ça? Et vous pensez que les Nigériens sont obligés d'être fiers et contents? Et maintenant, comme il l'a dit, on ne peut pas donner une carte blanche à la jeune. On attend de voir. Justement, puisque vous avez le micro, je profite pour vous demander les retombées. Qu'est-ce que les Nigériens peuvent tirer en termes d'avantages dans le changement de régime qui vient de s'opérer? C'est très important. D'abord, nous retrouver en tant que Nigériens, d'être fiers d'être d'abord Nigériens. Parce qu'on ne l'était plus. On n'est plus fiers de nous-mêmes. Pas du tout. Et on n'est pas fiers ni de ceci ou de cela. On est fiers de rien du tout. On est perdu. On est devenus des esclaves déguisés sous le label démocratique, président démocratique élu. Tout le monde sait les élections passées, même les élections de 2016. J'étais acteur là-dedans. Mais chez moi, j'ai 0 voix. Le bureau lequel j'ai voté. Là où vous avez voté. Et si vous m'avez appelé pour l'accompagner au désentour, j'ai dit jamais, moi je suis plus dedans. Devant des témoins, les ministres sont tous vivants. Le gouvernement, j'ai dit, il faut chercher, mais pas moi. Je ne peux pas, moi, j'étais le premier maire élu de la localité et je vote. J'ai 0 voix. Et c'est ça les élections. Moi jusqu'à la fin, je n'ai pas reconnu le mandat de 2016-2020 de Issoufou. Jamais. Je n'ai jamais plus approché parce que c'est choquant qu'un candidat, même si tu n'as personne, ta voix doit sortir des urnes. Mais vous n'êtes pas le seul. On se rappelle. J'étais un élu, donc avant tout ça, j'étais d'abord un élu. Sanusi Jakou avait vécu la même amère expérience. Et ça, je ne pardonne pas des choses comme ça. On va avancer. Et maintenant, comment dirais-je, les retombées, qu'est-ce qui va? Les retombées aujourd'hui, c'est que nous récupérons notre pays. Et on va instaurer une vraie démocratie. Et nous verrons à ce que le pouvoir actuel qui est là, nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Et franchement et sincèrement, c'est à eux maintenant de savoir de ne pas nous dribbler. C'est tout parce que, en tant que, je sais ce que c'est un officier, sincèrement s'il dit, parce que cet officier était proche d'eux. Il a vécu dans la chair, même lui il a été victime de la mauvaise gestion de la sécurité. On a pris ses animaux lui-même, dans sa famille.
Donc c'est pas, il est de Tillabéri aussi. Il sait de quoi il s'agit. Il sait. Et tous les officiers qui l'entourent sont conscients de la situation dans laquelle nous sommes. C'est vraiment Dieu qui nous a amenés, on le remercie, rendons grâce à Dieu, cette bouffée d'oxygène pour qu'on soit d'abord des Nigériens, des vrais Nigériens, pas des prétendants, parce que jusque-là nous sommes devenus des étrangers de notre propre pays. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Boulamine, qu'est-ce qu'on va gagner dans cette nouvelle situation? Avant de revenir sur les conséquences. Parfait. Moi, je m'aligne sur la position du tonton, le président Guimba. Je pense que les retombées, on peut déjà dire de la liberté d'expression. Je pense que le président Guimba l'a dit, on se sent aujourd'hui nigérien, pleinement, qui a la liberté, qui est juste de la liberté de s'exprimer sur les questions qui touchent à la vie de la nation. L'autre chose, c'est que je pense que c'est comme si c'était un fardeau qui était sur nos dos, sur les épaules des Nigériens, qui est un peu retombé. Je dis, eux-mêmes l'ont dit, les militaires du CNSP, ils ont dit les raisons du coup d'État. Ils ont fait ça à cause de la mauvaise gouvernance et de la crise sécuritaire qui s'aggrave. Justement, vous êtes géostratège en matière de sécurité. Alors, selon vous, qu'est-ce que ce coup d'État peut changer concernant le terrorisme? Parfait. Je pense que déjà, le général Tchani, le président de la transition, a déjà dit les grandes lignes. Lui-même a fait un diagnostic et il a trouvé que c'est l'approche sécuritaire qui ne marchait pas. Pendant tout ce temps, on sous-traitait la question de la sécurité à des puissances impérialistes qui sont là et puis qui font partie de la cause au fait de l'insécurité. C'est que souvent les gens oublient que ce problème d'insécurité et de terrorisme est venu dans nos pays à la suite de l'effondrement de l'État malien et de l'État libyen, pardon. Donc la chute de Kadhafi. Et ce sont eux qui se sont... Par l'OTAN, oui, par donc la France, les mêmes gens, les mêmes esprits, les mêmes intérêts. Ils ont intervenu en Libye, ils ont fait assassiner Kadhafi, l'État libyen est tombé, et il n'y a plus d'État, et des gens, des extrémistes se sont appropriés des armes et sont descendus dans nos pays. Et ça a trouvé que nos pays n'étaient pas préparés. Les continuent à pomper le carburant. Voilà, le pétrole libyen, tout à fait, absolument. Donc ça a trouvé que nos pays n'étaient pas préparés pour faire face à ce genre de crise. Et qui fait que tout de suite on a vu des terroristes prendre des zones vastes comme le président du CNSP a dit que souvent lorsqu'il prenait en étau les terroristes, il s'entendait dire par le président Bazoum que de les laisser, c'est leurs alliés. Quel commentaire sur c'est ça que c'est sur ça que je voudrais venir d'ailleurs. J'ai dit, il faut qu'on soit lucide et rigoureux dans nos analyses. Il faut comprendre, ces gens-là, ils sont au pouvoir, pas par le fait, par la volonté du peuple nigérien. Ils sont au pouvoir pour les intérêts des étrangers, des Occidentaux. C'est pourquoi je dis, c'est important qu'on fasse le diagnostic. Et c'est très important qu'on comprenne d'abord, c'est pourquoi, souvent je le dis, j'ai dit, nous nous sommes trompés de priorité pendant longtemps. Pendant longtemps, on nous a leurrés, on nous dit, il y a 100 ans, on nous dit, écoutez, De Gaulle nous a dit, écoutez, vous voulez l'indépendance, prenez-la, je vous la donne. Vous avez un drapeau, vous avez un président. Maintenant, on sait que vous avez un peuple majoritairement qui est analphabète, vous avez un peuple misérable, il faudrait vous attaquer à ces questions de développement. Donc vous êtes indépendant, maintenant faites le développement, cherchez la richesse. D'accord? Et il nous dit, eux ils sont là, la France est là pour faire la coopération avec vous. Et cela nous a endormis. Ça nous a complètement endormis. On a pensé que nous sommes indépendants parce qu'on a un président, on a un drapeau, on a une autre hymne. Et ça nous a endormis pendant 60 ans. On cherchait à être riche. On cherchait à combattre la pauvreté. On cherchait, comment on appelle ça, sur le plan sécuritaire, avoir... Mais malheureusement, on a raté notre cible. Pendant 60 ans, regardez combien de présidents se sont succédés sur la tête de notre État. Donc tous ces présidents-là, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a aucun d'eux qui aime le Niger. C'est parce que justement, nous avons raté notre priorité principale. Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un esclave riche. Parce que l'esclave et sa richesse appartiennent au maître. Au lieu que les Nigériennes et les Nigériens s'attaquaient à la vraie priorité qui est l'effectivité de notre indépendance,
donc notre autonomie stratégique, la souveraineté, notre souveraineté totale. Nous nous sommes leurrés en disant on va mettre des programmes. Chaque président qui vient, écoutez, moi j'ai un programme de développement, je vais développer des hôpitaux, construire des classes et tout ça. Donc, voyez-vous... Et les ficelles étaient tirées ailleurs. C'est cela le problème. Et pour terminer, parce que vous allez me reprendre la parole, vous regardez, pour vous dire que c'est la question centrale de notre pays, c'est la question de la souveraineté, c'est la question de notre autonomie stratégique. Comment comprenez-vous que l'ancien maître, je vais dire la France, continue à l'heure actuelle, à ce jour, à imprimer le billet, notre franc CFA, notre monnaie? C'est la France qui a une imprimante spéciale avec des papiers. À chaque fois qu'elle le veut, qu'elle le souhaite, elle imprime. C'est avec ces mêmes billets-là que la France vient et elle achète notre uranium. Mais ça, c'est presque ridicule. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. La France peut prendre, comme elle a l'imprimante de notre monnaie, elle prend des papiers, elle imprime, elle vient et elle achète notre uranium. Est-ce que c'est pas ridicule? C'est ça qu'on a subi pendant 60 ans. Et les gens... Mais regardez, aujourd'hui, on ne peut faire aucune réforme sérieuse dans n'importe quel domaine. Et pour preuve, aujourd'hui, tout le monde sait que le système éducatif, ça ne marche pas. Si on veut avoir un Nigérien type, un bon Nigérien qui est intègre, qui aime sa patrie, qui est vraiment patriote, avec toutes nos valeurs, mais on ne peut pas réformer le système là sans la France. La France va pas grignette. D'accord. Parce que ça ne l'arrange pas. Merci, c'est bien noté. Monsieur Abdraman, je reviens avec vous. On parle de retomber, la liberté des citoyens qui revient petit à petit avec les événements du 26 juillet. Mais il y a aussi des conséquences. Et parmi ces conséquences, le Niger risque de vivre des moments difficiles avec les sanctions et la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, mais également des Occidentaux, particulièrement la France, qui n'exclut pas cette éventualité de nous attaquer, d'attaquer notre pays. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Les menaces de la CEDEAO, là, ce sont des paroles en l'air. Parce que la CEDEAO, au départ, ou bien, ces dernières années, nous avons constaté que c'est vraiment une organisation qui n'est plus là pour la paix sociale, pour la quiétude, pour le bien-être de la communauté de la CEDEAO. Ils sont là pour défendre, préserver les intérêts des chefs d'État qui sont là que pour leur seul intérêt et l'intérêt de leur patron qui est la France. Nous le disons, on n'est pas contre la France, mais leur comportement fait en sorte que nous ne voulons plus de la France chez nous. Donc, ces menaces-là nous attirent l'attention du peuple nigérien de ne pas avoir peur. Nous avons vu le Mali, on a vu le Burkina, nous avons vu la Guinée. Mais le contexte diffère puisque Niamey est devenu le dernier, en tout cas, le dernier endroit où la France s'est retranchée au Sahel. Et pour rien au monde, c'est la France, on le suit sur les médias français, ils le disent clairement que leur armée leur pays ne peut pas quitter le Niger parce que c'est le dernier bastion au Sahel. Ça, c'est le souhait. Vous savez, le peuple du Sahel, notamment le Mali, le Burkina, la Guinée, l'Algérie, la Mauritanie et le Nord-Nigeria, ils disent qu'ils ne vont jamais appliquer les sanctions de la CEDEAO. Donc, même les pays commencent à se moquer de la CEDEAO. Ils n'ont qu'à revenir à des meilleurs sentiments et reprendre conscience que ce qu'ils font là, ce n'est pas le rôle pour lequel ils ont été installés. La CEDEAO, l'UMOA ont été installés pour accompagner les peuples, soulager leurs souffrances, les faciliter beaucoup de choses. Et c'est contre ces mêmes peuples-là que vous venez prendre toute une batterie de sanctions pour les étouffer, les anéantir et vouloir même les attaquer. Comment le terme m'échappe, la CEDEAO, avec l'instruction de la France, de Macron, menace le Niger d'attaquer les militaires nigériens jusque dans le palais présidentiel. Ils n'ont qu'à essayer. Le président nigérien actuel, Abdraman Tiani, n'est pas seul. Il y a tout un peuple derrière lui. Et à part le peuple nigérien, il y a des peuples frères et sœurs qui nous soutiennent. Ils ont tous dit que si la CEDEAO ose s'attaquer au Niger, c'est qu'ils déclarent la guerre à leurs pays respectifs.
Donc, ces moments de menace-là, ils devront l'oublier et laisser tomber. Mais la CEDEAO est quand même dehors. Elle va faire une attaque en venant au Niger. Or, il y a déjà des forces françaises au Niger. Et dans un communiqué, le communiqué numéro 14, si ma mémoire est bonne, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a dénoncé des autorisations offertes par les anciens dignitaires, notamment Assoumi Massaoudou, assurant l'intérim de l'ancien Premier ministre, pour attaquer le palais présidentiel. Or, quand on sait que la France dispose de plus de 1500 hommes au Niger, avec toute une armada, on doit quand même, nous en tout cas, on est inquiets en tant que Nigériens. Et cela prouve à suffisance que le régime qui a été déposé par les officiers nigériens, notamment ces acteurs, ils n'ont jamais eu le Niger dans leur cœur. Comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui assure l'intérim d'un chef de gouvernement va donner instruction ou ordre à des armées étrangères de venir attaquer ses propres frères et sœurs dans leur maison? Comment est-ce que vous allez comprendre que le sœur Hassim Massou, bien que nous connaissons que c'est quelqu'un de très virulent, de très méchant, d'irresponsable, quelqu'un qui n'a jamais eu le Niger dans son cœur, il a toujours nargué les Nigériens. Venant de lui, ça ne m'étonne pas, mais nous allons attirer l'attention des militaires qui sont actuellement aux commandes. Ils n'ont qu'à faire tout pour mettre la main sur ces délicats-là. Ce n'est pas seulement Hassim Massoudou. Sur les réseaux, on voit certaines personnes qui vont dans ce sens-là, qui invitent la CEDEAO à venir intervenir militairement. Ils n'ont qu'à prendre et mettre la main sur ces personnes, comme ils l'ont fait dans leur régime, pour mettre le Niger en sécurité, mettre les militaires d'abord en sécurité, le Niger ensuite notre pays. Parce que nous ne comprenons pas. Eux-mêmes, ils ont assisté à plusieurs coups d'État. Ils sont sortis pour manifester, notamment le président Bazoum. Nous l'avons vu à la place de la concertation. Quand on a remercié le président, l'ex-président Taja, il était sorti, il a acclamé, il était content. Mais pourquoi, bon sang, le tour vient à vous, on vous fait descendre et vous dites non, venez attaquer les militaires, venez les tuer pour que nous prenions le pouvoir. Ils n'auront jamais ce pouvoir-là. Et eux et leur parti, c'est la fin de l'histoire. Au Niger, nous n'allons plus entendre parler du PNS et de leur régime. Parce qu'ils ont montré les limites et ils ont montré qu'ils préfèrent leur ventre plus que le Niger. Sinon, comment on peut expliquer, même inviter une armée étrangère qui soit ça la fonction de venir attaquer le Niger? Et je vais attirer la France et les Français. Ils ont la chance de se retirer pendant qu'il est temps. La France était là avec ses 1500 militaires. Ils n'ont jamais participé pour éradiquer ou bien pour lutter contre l'insécurité. Et nous avons toujours dit au niveau M102 que c'est même la France qui sont les principaux acteurs, qui sont même les vrais terroristes, parce que c'est eux qui les forment, c'est eux qui les arment, c'est eux qui les protègent, c'est eux qui les encadrent et c'est eux qui les suivent. Ça, c'est juste et avec les complices nigériens. Ce ne sont pas des rumeurs, on le confirme, c'est la France qui les arme, parce qu'il y a des images. Pourquoi le Mali a demandé des débats aux Nations Unies pour montrer les preuves que la France est complice des terroristes? Pourquoi elle refuse les débats? Ça veut dire qu'ils le font dans toute l'Afrique sud-saharienne. C'est eux qui financent les rébellions, avec leur monnaie, avec les armes, avec leur stratégie. Ils les forment. Donc la France est une menace réelle pour nos communautés et nous voulons que le CNSP prenne en compte comment on appelle ça, les aspirations légitimes du peuple nigérien. Il faut que ces armées-là dégagent sur notre territoire le plus tôt que possible pour que nous nous sentons enfin souverains, enfin indépendants et enfin sur notre terre et nous voulons porter l'habit du Nigérien et être fiers d'être Nigériens. Merci Abdraman. Alors, monsieur Moustapha, la France, en tout cas, j'ai rappelé tout à l'heure le communiqué du CNSP relativement à une éventuelle attaque qui se préparait. Et aujourd'hui, on a vu aussi la France qui est en train de vouloir rapatrier ses citoyens, ses expatriés. On les appelle les expatriés, ce ne sont pas des immigrants. Voilà, donc les expatriés, ils sont en train d'être ramenés en France. Quand on sait que le calme est quand même à Niamey et que les autorités, les nouvelles autorités ont décidé de protéger tous les expatriés dans notre pays, et pour preuve, ils étaient à l'ambassade de France pour empêcher justement des dérives. Alors, est-ce que, selon vous, c'est pas une façon de préparer une attaque contre le Niger? Merci, M. Yoro. Je pense que c'est là où je ne suis pas d'accord un peu avec M. Abdraman. La situation actuelle, elle est très grave, elle est alarmante. Il faut regarder, c'est pourquoi je dis,
c'est important qu'on regarde cette question-là avec beaucoup de lucidité et de rigueur dans notre analyse. Derrière ce qui se passe là, au Niger, il y a des enjeux colossaux, géostratégiques. C'est pas de la blague. Quand vous entendez le CNSP dans son communiqué 14 dit que Massoudou et puis le haut commandant de la garde adjoint avaient signé des documents autorisant la France d'intervenir, c'est pas de la blague. Quand vous entendez la CEDEAO menacer et donner un ultimatum d'une semaine, c'est pas de la blague. Vous dites qu'il y a des intérêts géostratégiques. Oui. Quels sont ces intérêts-là? Oui, je reviens. Quand vous entendez le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui réagit, qui donne aussi des ultimatums, c'est pas de la blague. Quand surtout vous entendez la France dire qu'il ne reconnaît pas les nouvelles autorités, c'est pas de la blague. Et un autre indice qui le rapatriement justement des Français résidant ici à Niamey. Cela doit nous alerter. C'est pas de la blague. Il ne faut pas qu'on soit surpris demain d'entendre qu'ils ont fait monter leur rafale en haut pour tirer sur la présidence. Ces gens-là vivent du Niger. Pendant longtemps, on nous a caché ça. Mais c'est vrai, c'est la réalité. La France sans l'uranium du Niger, c'est comme 50e même puissance mondiale. Ils sont puissance mondiale parce qu'ils ont l'uranium du Niger. C'est une énergie qui coûte moins cher et puis cela. Et si vous écoutez la classe politique française, ces 2 jours-là, vous comprendrez, ils le disent ouvertement qu'ils ne peuvent pas quitter le Niger. Et qu'ils ne doivent pas quitter le Niger. Parce que leur intérêt s'y trouve. Parce que la survie de la France même s'y trouve ici au Niger. C'est nous seulement les Nigériens qui ne comprennent pas les enjeux. Donc, c'est pourquoi, moi d'habitude, je ne suis pas un acteur public. C'est récemment quand j'ai vu ces histoires, j'ai dit mais je ne peux pas rester indifférent. C'est pourquoi, j'arrive, hein, c'est pourquoi j'ai dit, quand nous, on a fait l'analyse de la situation, on a compris qu'il faut rapidement mettre en alerte nos populations. C'est pourquoi on a lancé ce mouvement-là, le mouvement des masses populaires pour la création d'un État fédéral. Et vous pensez qu'avec ça, on peut contrecarrer une éventuelle puissance de frappe de la France? Pour nous, et l'histoire le prouve, il faut regarder. À côté de chez nous, on ne regarde pas loin. Le Maroc avait organisé ce qu'on appelle la marche verte, qui a chassé le colon du Maroc. Des millions de Marocains ont défilé sur les bases militaires espagnoles et tout ça. Mais ils ont fui. Ils ont fui. Le Maroc est totalement indépendant. Vous allez aujourd'hui au Maroc, mais vous vous étonnez comment le Maroc est à un niveau de développement comme la France. Vous vous étonnez. Moi, j'étais une année à Paris en formation. J'ai eu une formation, je suis allé au Maroc rapidement à une conférence. Mais j'étais surpris, c'était ma première année au Maroc, de leur niveau de développement et tout ça. Donc, j'ai dit, j'attire l'attention du président de la transition, le général Tchani, que c'est important qu'il tienne la population nigérienne en alerte maximale. Il ne faut pas on peut être surpris, ils peuvent nous surprendre à tout moment. Surtout s'ils ont l'aval maintenant de la CEDEAO et des organisations. Parce que ce sont des organisations c'est le camp occidental qui finance ces organisations. Que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine. Qui finance, contrôle les choses. Tout le monde sait ça, la règle. Et donc, j'attire l'attention du président de la transition sur le fait que lui-même doit être impliqué pour faire comme le roi Hassan II qui avait appelé les Marocains, le peuple marocain, à faire cette marche pacifique, avec le Coran en main, mais qui a fait, c'était une démonstration de force qui a fait peur et reculer le colon. Et nous aussi, ici au Niger, nous devons organiser une marche. Le M. Sondé avait fait déjà une marche monstre, au passage, que je félicite pour l'organisation. Mais je demande encore une autre marche beaucoup plus gigantesque, qui rassemblera des millions de Nigériens venus de toutes parts, pas seulement de Niamey, et donner un ultimatum aux bases militaires. Et nous devons marcher sur ces bases-là. Les chasser du Niger, c'est pas de la blague. C'est parce que, ce qu'on oublie, le contexte international aujourd'hui s'y prête. L'ordre mondial est unilatéral, dominé par les États-Unis, est en train d'être muté vers un ordre mondial multilatéral, beaucoup plus juste. Avec les BRICS. Qui amené par la Chine, justement, et la Russie. On va revenir avec... Donc c'est le meilleur moment, le camp occidental pour les solutions. Pour l'instant, on parle des conséquences, des craintes. Monsieur Tahirou Gamba, est-ce que vous êtes inquiet? Parce que vous avez quand même un niveau d'information assez élevé. Écoutez,
Je ne suis pas inquiet, mais je reste sur mes gardes. Quand vous analysez froidement la situation, comme il l'a dit, il faut prendre au sérieux ces menaces. Le Niger, c'est un tout pour la France. Le Niger, en basculant, la France est dénudée. Dans sa grande laideur, les gens vont la voir même en Europe dans sa plus grande, la laideur la plus... parce que le Niger, c'est un tout pour la France. Souvenez-vous quand il y a eu un marché annulé sur la pression américaine en Australie des sous-marins nucléaires que la France avait décroché, c'est des milliards d'euros ou de dollars. Et les États-Unis ont fait une injection à l'Australie. Ils ont annulé le marché. Mais pour une fois dans la vie, Macron était obligé de rappeler son ambassadeur en Australie, des États-Unis. Enfin, il était perdu, il ne savait pas quoi faire. Mais ces armes nucléaires vendues en Australie, clé à main, c'est sur la base de quoi? L'uranium du Niger. L'uranium qu'ils exploitaient en Afrique, en Centrale Afrique, en RCA, au Gabon, c'est épuisé. En Namibie, c'est pratiquement épuisé. Kazakhstan, tout ça, c'est pas les mêmes teneurs, c'est pas les mêmes qualités. Et les Russes sont autonomes, eux. Ils ont tout comme richesse. Les Américains ont leur uranium. Les Canadiens doivent en avoir un peu. Mais la France n'a rien du tout. La France n'a que sa bouche pour parler. Et ses colonies à exploiter. C'est tout. Et même tout ce qu'elle a comme l'arme nucléaire dissuasive, c'est du cinéma. Moi, je pense que, comme l'a dit, il faut que nous soyons sur nos gardes. Nous ne sommes pas la France et ses intérêts. Les Américains sont toujours prêts à accompagner la France. S'ils sont venus s'installer à Agadez, les Américains, ce n'est pas pour nos beaux yeux, ce n'est pas pour les beaux yeux de la France. Ils ont leurs propres calculs, leurs propres enjeux. Les Allemands, c'est pareil. Les Italiens ou, je ne sais pas, les Espagnols, quoi, c'est pareil. Chacun, bon, écoute, si ça marche, quelle est ma part? Si ça marche, quelle est ma part? C'est comme ça cette histoire. Et j'ai dit que, comme il l'a dit, le général Tchani et ses camarades-là, ils sont assez avertis. Il n'y a pas un d'entre eux qui n'est pas chef de quelque chose dans l'armée. Il n'y a pas un d'entre eux qui n'a pas 20 ans de service dans l'armée. Tous les membres du CNSP là, ils ont tous plus de 20 ans de service dans l'armée. Ils ont combattu sur des terrains, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a eu des rébellions qu'on a étouffées, il y a de tout genre, il y a des choses de tout genre au Niger. C'est des hommes d'expérience, de terrain. Il n'y a pas un d'entre eux qui n'a pas une petite médaille militaire quelque part. C'est-à-dire qu'il est parti quelque part. Et j'ai dit qu'ils doivent se réveiller et ouvrir les yeux. Ils doivent, même si c'est par groupe de 2, se répartir un certain nombre de missions. Et immédiatement, sans attendre quoi que ce soit. Qui doit s'occuper de la surveillance du territoire et aérienne? Qui doit s'occuper de l'artillerie lourde? Où sont nos missiles? Quel type de missiles nous disposons? Il faut faire l'inventaire rapidement. Nous avons des missiles sol-air, nous sommes capables d'atteindre 1500 km. Si le Nigeria amasse 2 ou 3 bataillons à ses frontières, nous avons des missiles capables de détruire l'ensemble de ces bases-là, à partir de Niamey ou à partir de Dosso. Il faut rapidement évaluer nos capacités pour y faire face. Et il faut associer, ne serait-ce rapidement, 2 régimes, celui du Mali et du Burkina. Il faut rapidement aller vers un accord de défense mutuelle et de sécurité officiel à signer entre Assimi Goïta lui-même, Traoré, le capitaine Traoré. Et rapidement, il faut que ça soit officialisé dans les 24 heures qui suivent. Il ne faut pas attendre, oui, et on va négocier. Le temps de négociation, personne ne va vous donner le temps de négocier. C'est l'ultimatum, comme il le dit là. Prenez au sérieux. Les Français jouent leur va-tout. Où ça passe, où ça casse. À cause de ça, est-ce que le Niger, dernier pays du monde en termes de développement, peut-il faire face à une puissance nucléaire comme la France? Nous sommes convaincus, nous pouvons. Moi, je suis convaincu que nous pouvons. Écoutez, comme il l'a dit là, si on mobilise le peuple, on demande à la région d'Agadez d'encercler la base américaine de drones qui est à Agadez. Celle qui est à Niamey, c'est facile, mais les gens de Saga seuls peuvent régler le problème. Les ambassades là, les gens de Goudel peuvent régler le problème. Pour les encercler, on n'a pas besoin de les toucher ou de les brûler. Non, pas de violence. On fait une chaîne humaine autour de leur installation, qu'elle soit militaire ou civile. Ils vont jeter l'éponge.
Et de surcroît, le Nigeria, nous pouvons faire un lobbying auprès de la communauté du nord du Nigeria. Parce que le Nigeria, quoi qu'on dise, c'est une fédération anglo-saxonne un peu bizarre. Chacun ne connaît que sa région, peut-être. Ok? Les nordistes là, et même y compris Tinubu, sa zone, ils devraient être regardants avant de dire oui, je vais attaquer un palais présidentiel ou autoriser. Attendez, autoriser une quelconque force étrangère à attaquer le Niger. Et même ils doivent réfléchir par 10 fois. Parce que plus de 25 000 Nigériens ont péri pour libérer le Nigeria. C'est De Gaulle, c'est le général De Gaulle, Houphouët-Boigny, Senghor et Omar Bongo qui ont imposé la guerre de sécession au Biafra. Ils ont créé une société ivoirienne de raffinage pour raffiner le pétrole brut du Biafra. À Abidjan, la CIR existe, elle est là, la plus grande raffinerie à l'époque de la sous-région. Alors que la Côte d'Ivoire n'avait pas un litre de pétrole brut sous son sous-sol à cette époque. D'accord. Donc, voyez-vous, le Nigeria a une dette. De 100, même pas morale, mais de 100. D'accord. Sans nous, là, Yacoub Gowon me l'a dit, le général Yacoub Gowon m'a offert un dîner en 2017 à Abuja, à sa résidence, en versant des larmes, dit, sans Dieu, le Niger et Diori Hamani, le Nigeria d'aujourd'hui ne serait pas là. Et Tinubu ne serait pas président de la fédération d'un pays puissant comme le Nigeria. Merci. Donc, qu'on se rassure. Et je pense certainement quand les Français commencent à attirer, peut-être qu'eux aussi le Tinubu vont commencer, mais il perd son temps. Les 1600 km de frontières, personne ne peut les gérer. Ce n'est pas une frontière naturelle, c'est une frontière à tout va. D'accord, merci. Pour terminer, en 30 secondes, dites-nous votre espérance. L'espérance, c'est que... 30 secondes. L'espérance, c'est que ces officiers, c'est des officiers de valeur qui ont pris le pouvoir. Tous tant qu'ils sont. Je ne sous-estime aucun d'entre eux, je les connais. Même celui qui ne me connaît pas, moi je le connais parce que j'ai des... on ne fait pas de la politique vous êtes comme des enfants ou dire... Ah non, il faut savoir dans quoi tu es. Ouais. Nous avons la possibilité. Et le peuple nigérien, si Tchani tient la route et ses camarades, nous allons mourir derrière eux. Mais ce pays-là, on va le débarrasser de la France. La France va partir, qu'elle le veut ou non, elle partira. Merci, le message est très clair. Et cette conviction. En 30 secondes, Boulamine. Rapidement, moi je dis en 30 secondes. Raison d'espérer. Les raisons d'espérer, c'est que normalement, je dis, j'appelle le CNSP à ne pas abdiquer. Et surtout à ne pas se tromper de priorité. La priorité, c'est achever notre indépendance. Et rapidement, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi des micro-États. Il faut aller vers la fédération. Rapidement, 4 pays de la sous-région qui sont en transition. Et on a la chance que c'est des patriotes qui les gouvernent. Il faut rapidement aller vers notre union qui nous permet d'être ambitieux, de chercher à être une puissance. On ne peut pas toujours être regardé comme des pays de pauvreté, de misère. Notre propre monnaie. Oui, notre monnaie, rapidement. D'accord, merci, c'est très clair. Monsieur Abdrahmane Idé, vos raisons d'espérer? Nos raisons sont multiples, mais moi je vais lancer un appel. Je voudrais lancer un appel au CNSP pour qu'ils mettent rapidement la main sur le chef des gangs qui est sous Mamadou. Il ne faut pas qu'il les laisse en liberté en train d'agir. Moi, c'est mon appel que j'ai. Il faut ne pas mettre la main sur lui. D'accord, c'est noté. En tout cas, selon certaines informations, il serait déjà en résidence surveillée. Voilà, merci Monsieur Abdrahmane Idé. Vous êtes membre du Conseil général du M62. Vous êtes communicateur de formation. Nous étions également avec Monsieur Boulamine Moustapha. Il est président du mouvement des masses populaires pour la création d'un État fédéral. Il appelle d'ailleurs à la création de cet État. Il est également économiste de formation et géostratège. Et enfin, nous avons M. Tahirou Gimba, qui est le président du modèle Maïkata, homme politique qui connaît le Niger et ses rouages. Merci à tous d'avoir été des nôtres dans cette émission Contour. On se retrouve prochainement pour un autre numéro, certainement sur la situation qui prévaut dans notre pays. Inch'Allah. À très bientôt.